Bienvenue dans ce Paris Direct qui se poursuit et nous prenons tout de suite la direction de l'hôtel de ville d'Oslo où est remis à l'instant le prix Nobel de la paix, double prix Nobel de la paix, vous le savez, attribué en octobre dernier au médecin congolais Denis Mukwege, à la Yazidi également Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes de l'organisation État islamique devenue militante. Tous deux reçoivent donc plus d'un mois et demi après ce prix Nobel de la paix. Cela est évidemment l'occasion pour eux de dénoncer l'impunité entourant le viol employé comme arme de guerre. C'est pour cela qu'on les a récompensés cette année. Denis Mukwege doit prendre la parole d'un instant à l'autre. Gynécologue de 63 ans, récompensé donc pour son travail sans relâche, pour ne jamais s'être résigné à l'horreur. Il reçoit ce prix. Aujourd'hui, l'homme que l'on appelle aussi celui qui répare les femmes, et ce depuis des années, celles violées, victimes des guerres oubliées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Or, cette année 2018, vous le savez, s'avère cruciale pour la RDC qui se prépare à tourner une page de son histoire avec des élections, celles des élections présidentielles du président Joseph Kabila. Denis Mukwege qui va donc prendre la parole d'un instant à l'autre à Oslo. Lorsqu'on ne se bat pas contre un mal, c'est comme un cancer. Il se diffuse dans la société et détruit la société tout entière. C'est ce qu'il a d'ores et déjà expliqué dans un entretien accordé à l'agence France Presse à Oslo, juste avant la remise de ce Nobel ce matin, alors que Nadia Mourad, cette Yazidi ex-esclave des djihadistes de l'organisation État islamique, s'apprête à prendre la parole. On va l'écouter, cérémonie en direct d'Oslo. Je vous invite à la suivre. Membres du comité, mesdames et messieurs, chaleureuse salutations. J'aimerais remercier le comité Nobel de m'avoir donné cet honneur. C'est un grand honneur d'avoir reçu le prix Nobel avec mon ami, le docteur Denis Mukwege, qui a œuvré inlassablement pour les victimes de crimes sexuels et faire valoir le point de vue des femmes qui ont été victimes de cette violence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler très sincèrement et partager avec vous comment ma vie et la vie de la communauté yazidi a changé à cause du génocide, comment l'État islamique a essayé d'éradiquer tout un peuple en capturant les femmes, en tuant les hommes et en détruisant nos maisons et nos monuments. Pour moi, c'est une journée très spéciale aujourd'hui, car c'est le jour où le bien a triomphé du mal, le jour où l'humanité a triomphé du terrorisme, le jour où les hommes, les femmes et les enfants qui ont souffert de persécutions ont été reconnus, ont triomphé sur les auteurs de ces crimes. J'espère qu'aujourd'hui est le début d'une ère nouvelle marquée par la paix, la priorité à la paix, et que le monde collectivement va élaborer une nouvelle feuille de route pour protéger les minorités, les hommes, les femmes et les victimes, notamment les victimes de violences sexuelles. J'étais une petite villageoise dans la région de Sinja. J'ignorais tout du prix Nobel de la paix. Je ne savais rien au sujet des conflits, des tueries qui avaient lieu dans le monde tous les jours. Je ne savais pas que des êtres humains étaient capables de commettre des crimes aussi hideux les uns contre les autres. En tant qu'une petite fille, en tant que jeune fille, je rêvais d'aller au lycée. Et mon rêve était d'ouvrir
un magasin d'esthétique dans mon village. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar et des choses totalement inattendues ont eu lieu. Le génocide a été perpétré et j'ai perdu ma mère, 6 de mes frères et les enfants de mes frères. Toute famille yézidi a une histoire semblable à raconter, une histoire aussi horrible. Nos vies ont été transformées en une journée et je ne comprends toujours pas comment. Chaque famille yézidi a des membres de la famille qui sont séparés les uns des autres. Le tissu social de la communauté yézidi a été déchiré. L'ensemble de la société qui avait vécu dans la paix et la tolérance a été anéantie par une guerre inutile. Tout au long de l'histoire des Yézidis, nous avons subi beaucoup de génocides à cause de nos croyances. Et suite à ces génocides, il ne reste que quelques Yézidis en Turquie, en Syrie. En Syrie, il y avait 80 000 Yézidis. Aujourd'hui, il n'en reste que 5 000. En Irak, les Yézidis ont connu le même sort et le nombre de Yézidis a diminué de manière significative. Le but de l'État islamique était d'éradiquer cette religion, sauf si on accorde la protection aux Yézidis. Et cela est vrai pour d'autres minorités en Irak et en Syrie. Après l'échec du gouvernement d'Irak et de Kurdistan de nous protéger, la communauté internationale n'a pas réussi à nous protéger contre le génocide perpétré par l'État islamique. Et la communauté internationale a assisté à l'annihilation de toute une communauté, de nos traditions, de nos familles, de nos peuples, de nos rêves. Notre dignité a été détruite. Ce génocide, et bien sûr, cela a suscité la sympathie et beaucoup de pays ont reconnu le génocide, mais cela n'a pas empêché le génocide et la menace de l'extinction complète du peuple yézidi est toujours là, existe toujours. Et les yézidis n'ont pas pu se libérer et quitter les camps. Donc, les auteurs de ce crime n'ont pas encore été traînés devant les tribunaux. Je ne cherche pas la sympathie du monde. Je veux qu'on prenne des mesures, je veux qu'on agisse. Si la communauté internationale est sérieuse dans sa volonté d'aider les victimes de ce génocide, si vous voulez que les Yézidis survivent, il faut la communauté internationale doit fournir au peuple yézidi la protection internationale sous l'égide des Nations Unies. Sans cette protection internationale, il n'existe aucune garantie que les Yézidis ne vont pas continuer à souffrir de génocide. La communauté internationale doit s'engager à offrir des occasions d'asile politique à ceux qui sont les victimes de ce génocide. Aujourd'hui est une journée spéciale pour tous les Irakiens. Non seulement parce que je suis la première Irakienne à obtenir le prix Nobel, c'est aussi le jour où nous fêtons la victoire de la libération du territoire irakien. Les Irakiens du Nord et du Sud sont maintenant unis et se sont battus au nom du monde entier contre cette organisation terroriste extrémiste. Cette unité nous permet de nous battre contre l'État islamique.
Et ensemble, unis, nous pouvons mener les enquêtes nécessaires et poursuivre en justice ceux qui ont perpétré ces crimes ou qui ont aidé à la réalisation de ces crimes. Nous devons nous unir pour rebâtir notre pays. Nous devons ensemble contribuer à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité au profit de tous les Irakiens. Chaque jour, il faut se rappeler comment l'État islamique, les terroristes, se sont attaqués aux Yézidis avec une brutalité exceptionnelle en 2014 afin d'éliminer un élément essentiel de la société irakienne. La seule raison pour justifier ce génocide était le fait que nous étions des Yézidis avec nos propres croyances, nos propres coutumes, et nous sommes contre l'esclavage. Au XXIe siècle, à l'époque de la mondialisation, plus de 6000 femmes et enfants yézidis ont été achetés et vendus comme des esclaves et abusés sexuellement. Depuis 2014, plus de 3000 enfants ont toujours un destin inconnu. Les jeunes filles ont été violées et continuent à l'être. Il est inconcevable que la conscience des 195 pays du monde ne soit pas davantage mobilisée pour libérer ces filles. Il ne s'agit pas que de pétrole, il ne s'agit pas que des enjeux commerciaux. Pour les enjeux commerciaux, on fait toujours des efforts. Chaque jour, j'entends des histoires tragiques. Des centaines de milliers, des millions d'enfants et de femmes à travers le monde souffrent de persécutions et de violences. Chaque jour, j'entends les hurlements d'enfants en Syrie, en Irak et au Yémen. Chaque jour, des centaines de femmes et d'enfants en Afrique et dans d'autres pays sont meurtris et sont les victimes de guerres sans que qui que ce soit les aide, sans que qui que ce soit essaye d'imposer la justice. Depuis 4 ans, j'ai voyagé dans le monde entier pour raconter mon histoire et celle de ma communauté et des autres communautés vulnérables. Mais la justice est loin d'avoir été faite. Les responsables, les auteurs de violences sexuelles contre les femmes et les enfants yézidis n'ont pas encore été poursuivis. Si la justice n'est pas rendue, ce génocide va continuer contre nous et contre d'autres communautés vulnérables. La justice est la seule façon de réaliser la paix. Si nous voulons éviter que ces actes contre les femmes et les enfants se répètent, il faut tenir responsable, il faut rendre responsables les personnes qui ont commis des crimes contre des enfants et des filles. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, mais le fait reste, il est de fait que le seul prix qui vaut et qui pourrait restaurer notre dignité est la justice et la poursuite des criminels. Aucune récompense ne peut compenser la souffrance de notre peuple. Un peuple qui a souffert uniquement parce qu'il était yézidi. Le seul prix qui va restaurer la vie normale est la justice et la protection
des autres membres de cette communauté. Nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains qui appelle des poursuites judiciaires contre les auteurs. Mon peuple subit la persécution depuis 4 ans et la communauté internationale n'a rien fait pour empêcher cette persécution et n'a pas encore rendu responsable, n'a pas encore traîné devant la justice les auteurs de ces crimes. Donc, il faut lutter contre le racisme et les guerres contre les identités. La protection des Yézidis et des autres communautés est de la responsabilité de la communauté internationale et des institutions internationales qui doivent défendre les droits humains, la protection des minorités, la protection des droits des enfants et des femmes, notamment dans les zones de conflit, dans les zones de guerre. J'ai eu le privilège de participer à la conférence de la paix de Paris. Cette conférence a célébré le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais combien de génocides ont eu lieu depuis la fin de la Première Guerre mondiale? Les victimes de la guerre, notamment des guerres civiles à l'intérieur des pays, sont trop nombreux. Le monde a condamné ces guerres et ces génocides et les a reconnus. Mais le monde n'a pas réussi à empêcher que des génocides et des guerres se renouvellent. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Heureusement, il y a aussi beaucoup d'initiatives en faveur des victimes et beaucoup d'efforts ont été faits en faveur des victimes. Des initiatives prises par le gouvernement du Wurtemberg, du Bade Wurtemberg, par exemple, en Allemagne, ce qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui pour dénoncer les crimes de l'État islamique et dire la vérité sur la souffrance des Yézidis. À mon avis, toutes les victimes méritent la justice et un lieu de sécurité. L'éducation joue un rôle essentiel pour favoriser la civilisation et lutter contre l'intolérance. Par conséquent, il faut qu'on investisse dans nos enfants, car les enfants, il faut apprendre aux enfants la tolérance au lieu de la haine et du sectarisme. Les femmes doivent jouer un rôle clé pour résoudre de nombreux problèmes et doivent être impliquées dans la création de la paix et des communautés paisibles. Les femmes doivent avoir leur voix, doivent pouvoir participer au changement des communautés à travers le monde. Je suis fier des Yézidis du fait de leur force et de leur patience. Notre communauté a souvent été visée et menacée. Et pourtant, nous continuons à lutter pour notre droit à l'existence. Les Yézidis, la communauté yézidi représente la paix et la tolérance et doit être considérée comme un exemple à suivre. En fin de compte, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui défendent mon message, notamment mon équipe. Mon équipe m'a soutenu jour après jour. Je remercie les personnes qui ne m'ont jamais quitté, ne m'ont jamais abandonné. Je remercie tous les gouvernements qui ont reconnu le génocide des Yézidis et ont soutenu l'Australie, le Canada. Merci d'avoir accueilli des victimes du génocide yézidi. Je remercie le Royaume-Uni pour l'aide et pour les initiatives prises
en vue de créer une équipe internationale pour enquêter sur les crimes. Je remercie la France du président Macron pour l'aide. Je remercie le Kurdistan irakien qui a accueilli des réfugiés. Je remercie l'émir du Koweït, le gouvernement de Norvège d'avoir organisé la conférence pour la reconstruction de l'Irak. Et je remercie Amal Clooney et son équipe pour ses efforts pour que la justice soit faite. Et je remercie tous ceux qui ont aidé les réfugiés. Il faut que nous soyons unis pour lutter contre l'oppression. Il faut dire non à la violence et oui à la paix. Non à l'esclavage, oui à la liberté. Non à la discrimination et oui à l'égalité. Non à l'exploitation des femmes et des enfants. Oui à fournir une vie de qualité à tous. Non à l'impunité des criminels. Oui à rendre responsables les criminels pour leurs actes. Merci pour votre hospitalité et merci pour votre attention. Que la paix soit avec vous pour toujours. Sometimes life can promise so much. Each breath of air can never reach deep enough. It's a bottomless well of trust. Sometimes a touch of a hand can spread out like branches on your skin. You can hear yourselves whispering, please let the light in. Let the
And then I have the pleasure to invite Dr. Dennis Mukwege to step forward and give your Nobel lecture. Thank you. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leurs lits, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavumu pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes? Où sont les autorités dans ces villages? À ma grande surprise, les villageois connaissaient le suspect. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en est tiré sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces 2 bébés ont été suivis de dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Avec d'autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre l'humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé, les appels à Panzi aussi. Mais l'avenir psychologique, sexuel et génésique de ces bébés est hypothéqué. Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages
au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kasaï, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit, l'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ce jour afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale de violence. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes
qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage
de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la paix. Construisons la paix, construisons l'avenir de notre pays. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Mesdames et messieurs, amis de la paix, le tableau que je vous ai brossé offre une réalité sinistre. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire, bien sûr, Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement, détruire le tissu social. À son arrivée à l'hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher, ni même tenir debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines, ni ses selles. À cause de la gravité de ses blessures, génito-urinaires et digestives, couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah, c'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Sarah s'est engagée à aider les personnes ayant vécu une histoire semblable à la sienne. Sarah a reçu 50 $ américains, une allocation que notre maison de transit Dorcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire leur vie sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un petit terrain. La Fondation Panzi l'a aidée avec des tôles pour faire un toit. Elle a pu se construire une maison. Elle est autonome et elle est très fière d'être autonome. Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble désespérée, avec la détermination, il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise, mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde. À Panzi, notre programme de soins holistiques, qui comprend un soutien médical, psychologique, socio-économique et juridique, montre que même si la route vers la guérison est longue et difficile, les victimes ont le potentiel de transformer leur souffrance en pouvoir. Elles peuvent devenir des actrices de changements positifs dans la société. C'est le cas déjà à la Cité de la Joie,
notre centre de réhabilitation à Bukavu, où les femmes sont aidées pour reprendre leur destin en main. Cependant, elles ne peuvent pas y arriver seules, et notre rôle est de les écouter. Comme aujourd'hui, nous écoutons Madame Nadia Mourad. Chère Nadia, votre courage, votre audace, votre capacité à nous donner espoir soit une source d'inspiration pour le monde entier, mais pour moi spécialement. Le prix Nobel de la paix qui nous est décerné aujourd'hui n'aura de valeur réelle que s'il peut changer concrètement la vie des victimes de violences sexuelles de par le monde et contribuer à ramener la paix dans nos pays. Alors, que pouvons-nous faire? Ou bien, que pouvez-vous faire? Premièrement, c'est notre responsabilité à tous d'agir dans ce sens. Et agir, c'est un choix. C'est un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes, de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes en temps de paix comme en temps de guerre. Agir, c'est un choix de soutenir ou non une femme, de la protéger ou non, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par les conflits. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes tous redevables vis-à-vis de ces femmes et de leurs proches, et nous devons tous nous approprier ces combats, y compris les États qui doivent cesser d'accueillir les dirigeants qui ont toléré, ou pire, utilisé la violence sexuelle pour accéder au pouvoir. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viols comme armes de guerre. Une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques, politiques et de poursuites judiciaires. Poser un acte juste n'est pas difficile. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Troisièmement, nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus de guérison. Ici, j'insiste sur les réparations. C'est ces mesures qui leur donnent compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une nouvelle vie. Ça, c'est un droit humain. J'appelle les États à soutenir l'initiative de la création d'un fonds mondial de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. Quatrièmement, au nom de toutes les veuves,
de tous les veufs, des orphelins des massacres commis en République démocratique du Congo et de tous les Congolais épris de paix, j'appelle la communauté internationale à enfin considérer les rapports du projet Mapping et ses recommandations. Que le droit soit dit. Cela permettrait au peuple congolais d'enfin pleurer ses morts, faire son deuil, pardonner ses bourreaux, dépasser sa souffrance et se projeter sereinement dans le futur. Finalement, après 20 ans d'effusion de sang, de viols et de déplacements massifs de populations, le peuple congolais attend désespérément l'application de la responsabilité de protéger les populations civiles lorsque leur gouvernement ne peut pas ou ne veut pas le faire. Le peuple attend d'explorer les chemins d'une paix durable. Cette paix passe par les principes d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Au travail, peuple congolais, bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population, un État de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'être humain et où la dignité des citoyens est restaurée. Vos Majestés, distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Voilà, incroyable discours du docteur Mukwege qui vient de recevoir son prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad, que l'on a également entendu auparavant. Le docteur Mukwege, je vous rappelle, qui est gynécologue en RDC. Il a soigné par milliers des victimes de violences sexuelles. C'est au nom du peuple congolais, a-t-il dit, que j'accepte le Nobel de la paix. Un discours sans détour. Il a dédié ce prix aux victimes des violences sexuelles. Il a dénoncé une absence d'un état de droit en RDC, le règne de l'impunité pour les personnes au pouvoir. En rappelant que le conflit a fait 6 millions de morts là-bas. Seule la lutte contre l'impunité, dit-il, peut cesser la spirale de la violence. Standing ovation actuellement pour le docteur Mukwege et pour Nadia Mourad qui, elle, également a reçu le Nobel de la paix, qui a été victime de violences sexuelles de la part du groupe État islamique.
Voilà, la cérémonie